Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de la droite et surtout de la droite israélienne. Souvent, quand on parle de la droite dans tous les pays de l'Occident, on en parle avec une nuance ou une connotation négative. Et pour cette émission, je pensais à la fameuse phrase de Jacques Ellul, le spécialiste des propagandes, l'auteur d'ailleurs du livre qui s'appelle Les propagandes, qui disait: la droite se justifie toujours. La gauche a toujours raison. Et comme il s'agit aujourd'hui d'une époque trouble, comme il s'agit de la guerre entre Israël et l'Iran, et les proxys de l'Iran, dans la presse française, on lit souvent que la droite israélienne est nationaliste, que c'est la faute de la droite israélienne, etc., etc. Donc, pour voir un peu ce que c'est que cette droite israélienne, j'ai décidé aujourd'hui d'inviter le porte-parole du parti Otzma Yehudit, qui va nous raconter l'histoire de ce parti et qui va présenter aussi les buts et les objectifs de l'existence de ce parti. Il s'agit de Meir Ben Ayoun, qui va être avec nous aujourd'hui. Bonjour Meir. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Boker parti Tov. Boker Tov, Otzma Yehudit. Otzma Yehudit, ça veut dire la puissance juive. Et en fait, le mot Otzma vient du mot hébraïque Etzem, ça veut dire l'essence. Déjà, le nom est très important. Alors, quand on lit les descriptions du parti de droite en ligne, surtout en français, on ne trouve que des erreurs. Et des erreurs dans le sens de la diabolisation de la droite. Je vais vous citer un extrait de Wikipédia que j'avais trouvé quand j'ai cherché la présentation du parti en français. Voici l'extrait et je vous demanderai que vous commenciez votre présentation du commentaire de cet extrait de Wikipédia et de votre appréciation. Je lis. Otzma Yehudit est le successeur idéologique du parti Kach, une formation suprémaciste juive et raciste, réclamant l'expulsion des citoyens arabes du pays et l'instauration d'une théocratie. Pratiquement tous les termes de cette définition posent problème, parce qu'il faut savoir ce que ça veut dire la suprématie, le suprémacisme, ce que ça veut dire la théocratie, et si c'est compatible avec l'existence de la culture, la tradition et le droit juif. Donc, ce sont les questions que je voudrais bien vous poser. Donc, je vous donne la parole pour que vous nous parliez de l'histoire de Otzma Yehudit, de la droite israélienne. Si vous pouvez donner des dates, ça serait très bien. Et si vous pouvez commenter, si vous pouviez commenter aussi qui était Kach, qu'est-ce que c'est que ce parti, ça serait vraiment très intéressant. Meir, la parole est à vous. Tout d'abord, je voudrais, aujourd'hui c'est un jour de fête pour moi parce que je fête actuellement le 46e anniversaire de mon alia. Ça fait 46 ans que je suis arrivé en Israël. À l'époque, j'avais évidemment pas de barbe blanche. J'avais les cheveux un peu plus longs. J'avais pas de lunettes non plus. J'avais 18 ans et je venais d'avoir le bac. Et je crois que c'est la chose dont je suis le plus fier d'avoir réalisé mon alia immédiatement après ma majorité en France. Aujourd'hui, moi, je voudrais juste encore faire quelques petites mises au point. Je ne suis pas un franco-israélien. Je ne me vois pas comme tel. Je n'ai d'ailleurs plus de papier français. Je suis un Israélien originaire de France. C'est pas la même chose. Je ne suis pas de double nationalité. J'ai une seule nationalité. C'est la nationalité du peuple juif qui a réintégré sa souveraineté politique sur sa terre, la terre d'Israël. En gros, grosso modo, le sionisme. Le sionisme étant peu ou prou la libération du peuple juif sur sa terre et la libération de la terre d'Israël par le peuple juif. C'est, comment dirais-je, une synergie. C'est ça le sionisme. Et si c'est exactement cela qui est qualifié de suprémacisme, euh, l'accusation grotesque, ridicule, vous pouvez employer d'une entièreté fanatique sans limite qu'on entend souvent à notre rencontre de dire que nous sommes suprémacistes, etc. Il n'y a pas d'autre mot en français pour qualifier cela de débile. C'est en fait, si on me qualifie de suprémaciste parce qu'on affirme le droit du peuple juif sur sa terre, c'est ça le sionisme. Et c'est ça la droite israélienne. C'est ce que la droite israélienne aujourd'hui reprend
à sa charge les idéaux sionistes originaux depuis Herzl, depuis Jabotinsky, depuis même Borokhov, même de la gauche sioniste, que ça soit clair, la gauche sioniste avait un objectif clair et net, c'était la libération d'Eretz Israël par le peuple juif, par deux méthodes, l'Alia et de conquérir la terre, de l'acheter à l'époque, avant 1948, d'acheter les terres, de les travailler et de faire en sorte que le peuple juif puisse s'étendre le plus possible sur tout le territoire d'Israël. C'est le sionisme, comment dirais-je, la direction centrale du mouvement sioniste depuis les tout débuts. C'est tout. Si c'est cela qu'on qualifie de suprémaciste, alors nous sommes suprémacistes. Mais c'est une accusation qui est ridicule, débile, quand on pense qu'aujourd'hui, que suprémaciste, ça renvoie tout de suite aux suprémacistes blancs aux États-Unis dans les prisons avec des croix gammées, des crânes rasés, qui veulent en découdre avec les militants noirs, qui sont eux-mêmes, qui sont pas moins suprémacistes d'ailleurs, il faut le reconnaître. Et ça n'a rien à voir avec cela. Le sionisme est venu pour réparer une discrimination. La discrimination étant celle-ci, c'est que depuis la révolte de Bar Korba, la fin de la révolte de Bar Korba, le peuple juif est privé de sa souveraineté politique, de sa terre. Pas seulement de sa terre, mais de sa souveraineté politique. Le sionisme est venu réparer cela. Après 19 siècles d'un exil d'une épaisseur de temps énorme, comme on a l'habitude de dire. Et c'est cela qui a choqué tout le monde, parce qu'après 19 siècles d'exil, la perception du judaïsme était seulement d'une religion, parce que c'était simplement le seul horizon d'expression de notre judaïsme, de notre appartenance au peuple juif, de notre appartenance politique. Ça a été seulement dans le cadre du sacerdoce, du culte. Et dans le culte, d'ailleurs, on a conservé dans nos objets de foi, qui ont été l'axe central de l'identité juive, ces objets de foi messianiques qui étaient le rassemblement des exilés. Ça, c'est du messianisme juif. Alors, si on nous accuse de messianisme, j'ouvre juste une petite digression. Ben Gurion lui-même, donc le premier ministre d'Israël, disait que l'État d'Israël, c'est la réalisation messianiste, j'insiste bien sur le mot messianiste, Israël, en mot français, la réalisation messianique des prophéties des prophètes d'Israël, de la vision des prophètes d'Israël. C'est ça le sionisme. Dans sa version la plus laïque, qui n'a pas de kippa sur la tête comme moi, qui n'a pas de barbe, comme disait Manitou, un des plus, je crois, le plus grand maître de l'enseignement du judaïsme en français après la Première Guerre mondiale, qui a démythifié beaucoup de choses. Il vaut mieux un juif sans barbe qu'une barbe sans juif. C'est très important. Bien que j'ai une barbe moi-même, j'espère. Je vais juste ajouter une chose. Effectivement, Ben Gurion était laïque, selon le vocabulaire français, mais c'était quelqu'un qui avait la Torah sur sa table, qui connaissait très bien et qui n'a jamais été en rupture, si vous voulez, il n'a jamais interrompu le lien profond avec la tradition juive. Alors que c'était quelqu'un qui connaissait les textes bibliques pratiquement par cœur. C'est ce qu'on en dit. On ne peut pas vérifier, mais c'est aussi quelque chose qu'on constate quand on lit ses textes à lui et quand on lit sa correspondance, même avec Jabotinsky. Voilà, exactement. Donc, nous, aujourd'hui, alors, si on fait un saut de plusieurs dizaines d'années en avant, plus tard, on vient aujourd'hui, on qualifie la droite israélienne de messianiste, de suprémaciste, de fanatique, etc., extrême droite, etc., etc. Je voudrais simplement, j'en profite. Mais il y a juste Pour vous une question avant que vous commenciez. Qui est ce on? En France, on sait qui est ce on. Ce sont les médias, c'est le discours c'est un on politique. définitif qui englobe tellement de monde. C'est un on qui englobe les médias français d'une façon générale, tous, même ceux qui sont réputés, à mon avis, de façon fallacieuse d'être pro-israéliens, et ça englobe même les médias juifs, électroniques. Je voudrais à ce titre, aujourd'hui on parle beaucoup de nous, on parle tout le temps de Ben-Gvir, on parle tout le temps de la droite. Je crois être le plus ancien porte-parole d'un parti de droite israélien en Israël, officiellement.
Ça fait depuis 2013 que je suis le représentant du parti Otzma Yehudit qui fait tant parler de lui. Euh, Parlez-nous-en. Parlez-nous-en. il m'est impossible non seulement de parler dans les médias juifs principaux, et je les nomme parce que je ne voudrais surtout pas qu'il y ait une ambiguïté là-dessus. Je parle de Radio J, je parle de Radio RCJ, de Radio Shalom. Les rares radios qui veulent bien nous donner la parole, ce sont les radios régionales comme Radio Shalom Nitzan de Nice. Je tiens d'ailleurs à leur rendre hommage par la même occasion. Parce que comment peut-on juger euh, d'une famille politique si on n'entend pas les représentants eux-mêmes parler d'eux-mêmes? Je suis donc un porte-parole qui est muet, qui n'a pas de voix. On parle de nous à la troisième personne, du singulier ou du pluriel, sans jamais qu'on puisse nous parler à la première personne. J'en profite aujourd'hui pour parler à la première personne. Je voudrais dire qu'il y a même beaucoup de médias qui s'identifient à la droite israélienne, disons qu'ils veulent donner la parole à beaucoup de monde, mais qui même moi ne veulent pas, en évoquant des prétextes baroques, je dirais, comme on ne donne pas la parole à des représentants politiques, bien qu'on donne des fois la parole à des gens qui ont un discours tout à fait politique, comme Denis Charbit, qui est invité partout, même par Mosaïque, qui est de par ailleurs un très bon média sur l'Internet. Je tiens à le souligner. Euh, Denis Charbit, on en reparlera plus tard de Denis Charbit. Oui, je voudrais bien que vous parliez de Otzma Yehudit. Je crois que c'est Alors, important. je parle de Otzma Profitez-en. Yehudit. Otzma Yehudit, euh, il y a eu le parti Kar qui a été fondé par le Rav Kahana au milieu des années 70. Le Rav Kahana a été député de la Knesset entre 84 et 88. Il a eu un discours extrêmement radical. Comment il a eu un discours qui sonnait qui a été strident dans le contexte politique et culturel d'Israël de l'époque, tout simplement parce qu'il disait il faut expulser les ennemis d'Israël. Nous nous cachons, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Les ennemis d'Israël, ce sont les Arabes, grosso modo. Ceci étant dit, un citoyen arabe pris individuellement, qui prête allégeance à l'État d'Israël, tel que nous, les Juifs, avons prêté allégeance dans les différents pays de notre diaspora, comme les Juifs de France, en France, les Juifs russes en Russie, etc. Je me souviens qu'il y a quelques années, le président russe Poutine était venu à Netanya pour inaugurer le monument aux soldats juifs qui sont morts dans l'armée rouge durant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'était un chiffre absolument impressionnant. On parlait de 200 000 juifs qui sont morts dans les rangs de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était même au-delà de leur proportion dans la population de l'Union soviétique de cette époque, à l'époque de Staline, donc où il y avait en plus un antisémitisme officiel qui était très fort à cette époque dans les pays de l'ancienne URSS. En France aussi, les Juifs ont prêté totalement allégeance à la France depuis Napoléon, d'ailleurs, ça a été un contrat officiel. Les Juifs américains aux États-Unis, les Juifs anglais en Grande-Bretagne, etc., etc. Dans la mesure où un citoyen non juif, dit non juif, il peut être ce qu'il veut, de l'État d'Israël, prête allégeance à l'État d'Israël, tel que les Juifs ont prêté allégeance dans les pays de leur pérégrination, il n'y a aucun problème, absolument aucun problème. On leur doit le respect de leur dignité humaine, respecter leurs droits, respecter même se soucier même de leur bien-être. Ce n'est donc pas de cela qu'il s'agit. L'État d'Israël, à sa naissance, a expulsé, il ne faut pas se cacher les yeux, c'était même délibéré, a expulsé une grande partie des Arabes d'Israël, tout simplement parce que les Arabes d'Israël se sont opposés à l'édification même d'un foyer national juif déjà depuis les années 20. Toutes les tentatives pour pouvoir arriver à un modus vivendi avec les Arabes, que ce soit la commission Peel, la commission, il y a eu, je sais pas, il y a eu 8 ou 10 commissions, les pourparlers avec le roi Abdallah, les pourparlers avec qui vous voulez, tout ça, ça n'a abouti à rien. Il y a toujours eu une opposition catégorique
avec des vagues de violence qui n'avaient rien à envier à la vague de violence actuelle, simplement que c'était beaucoup plus réduit proportionnellement. Les horreurs, par exemple, de ce qu'on a vu le 7 octobre, vous reprenez ce qui s'est passé en 1929 à Hebron, c'est la même chose. Simplement que le 17 octobre, ça s'est étendu géographiquement sur un territoire beaucoup plus grand et sur un nombre beaucoup plus grand de victimes, alors qu'à Hebron, c'était 60 victimes et c'était absolument horrible. Et ça a été la même chose en 29, dans les années 30, déjà dans les années 20, ça avait commencé. On s'est toujours opposé à une opposition radicale et totale, absolue, de la part des Arabes d'Eretz Israël et des Arabes des pays alentours, à ce qu'il y ait une entité juive indépendante, souveraine en Eretz Israël. Face à cela, il n'y a pas eu de choix. On a dû faire la guerre de 48. Il se trouve qu'en 48, il y avait un peu plus d'Arabes en Eretz Israël que de Juifs. Ils ont été expulsés tout à fait naturellement. Il y en a qui sont partis de leur propre gré. Il y en a d'autres qui ont été expulsés. Et d'autres qui sont restés aussi. Et d'autres qui sont restés. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés sont citoyens de l'État d'Israël. Ils font à peu près 2 millions, un peu moins de 2 millions de citoyens arabes en Israël aujourd'hui qui sont citoyens israéliens. Toujours est-il que leur opposition à l'entité sioniste est toujours là. On le voit dans les élections. Les partis antisionistes qui sont identifiés au Hamas, qui sont identifiés à l'ennemi. Quand je dis identifiés à la Hamas, c'est pratiquement tous les partis politiques arabes représentés à la Knesset qui disent que le Hamas mène une résistance tout à fait légitime. Ça s'appelle, en bon français, s'identifier à l'ennemi. Ouvertement, ils ont moins cette vertu, c'est de le dire franchement, c'est d'être franco, c'est de ne pas dissimuler, de ne pas camoufler leurs intentions. Ce sont donc des gens qui s'opposent à l'État d'Israël, même si tous les jours on peut les côtoyer au travail, avoir même des relations tout à fait cordiales. Et quand on parle d'identification avec l'ennemi, la proportion elle est ainsi, c'est 95% aux dernières élections des électeurs dans les localités arabes, que ce soit Taïbé à côté de Kfar Saba, que ce soit El Fahm, à côté de Haïfa. Même à Nazareth, à Nazareth, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être 89%. 95% sont identifiés au parti arabe. Je dois préciser, excusez-moi, Meir, qu'il y a 20 sièges aujourd'hui au Parlement israélien qui sont occupés par les différents représentants des partis arabes, dont la gauche et la droite étant les frères musulmans, la gauche étant les marxistes, léninistes arabes. Et nous avons aussi à la Knesset les frères musulmans, de manière absolument ouverte. Le parti arabe est ouvertement un parti d'obédience des frères musulmans, bien qu'ils sont très malins, ils arrivent, ils disent on veut s'adopter, ce qu'on veut c'est avoir des droits, etc. Ils sont très intelligents. Oui. Revenons à Kahana, à Meir. Le Rav Kahana arrive dans les fins des années 70, il a dit c'est une situation explosive. On croyait qu'on les avait, que les Arabes d'Israël s'étaient résignés à vivre dans un pays juif où ils seraient citoyens égaux et que tout leur horizon de lutte, ce serait pour avoir l'égalité des droits, un peu comme les minorités en Europe ou en Amérique. Finalement, derrière des revendications que même n'avaient pas, il a fallu que ce soit des gens de la gauche radicale israélienne, antisionistes comme Matzpen à l'époque, qui leur ont dit derrière cette lutte pour une égalité des droits, pour plus de moyens, pour qu'on consacre plus de ressources, pour qu'ils aient plus d'ouverture à l'éducation supérieure, etc. C'était en fait se cacher une revendication radicale, c'est celle que l'État d'Israël, c'est un État qui nous a spolié les terres arabes de Palestine. Évidemment, c'est dit de façon beaucoup plus nuancée, mais la réalité, elle est là. On nous disait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup comment dirais-je, de révolte, de terrorisme arabe au sein des Arabes d'Israël. Effectivement, il y en a eu moins qu'en Judée-Samarie, mais il y en a eu quand même. Et il y a eu une identification totale avec la lutte de l'OLP, qui était un groupe terroriste, et ensuite avec le Hamas. Même la gauche marxiste-léniniste des partis arabes comme Balad, elle justifie tout à fait la politique du Hamas. Même aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dire que c'est des terroristes,
qu'ils ne sont pas capables encore de dire que le 7 octobre, c'est une horreur. Ils ne sont Non, pas ils les capables. soutiennent. Ils les soutiennent, et ça, on le voit aussi en France, dans les universités françaises. Il y a des représentants du FPLP, qui est considéré comme organisation terroriste par Israël, par les États-Unis et aussi par l'Union européenne, mais ces gens-là officient dans les universités françaises. Donc, ce n'est pas même ces gens-là, c'est surtout ces gens-là qui tiennent aujourd'hui le discours radical. Viens dans cette atmosphère, viens le Rav Kahana, à une époque où on voyait les prémices de tout ce qui allait se passer, il dit, chers amis, on ne peut pas tenir comme ça, l'État juif ne peut pas tenir comme ça, c'est du suicide de maintenir une telle population qui est aussi nombreuse et de croire qu'on va pouvoir s'arranger avec elle, ça va exploser de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé, ça explose actuellement. Ça explose de façon incroyable. Les Arabes d'Israël ont soutenu la deuxième intifada qui a été extrêmement meurtrière. La deuxième intifada a fait autant de morts et de blessés que le 7 octobre. Faut pas l'oublier. C'était à Jérusalem, au centre-ville, juste à 2 pas de là où je me trouve en ce moment. C'était déserté parce que les gens avaient peur des attentats. Si vous prenez là où je me trouve aujourd'hui, en ce moment, vous faites vous tracez un cercle sur un rayon de 250 mètres, vous avez entre 1993 et le début des années 2000, vous avez à peu près 250 morts qui ont explosé ici, juste en bas. Il y a eu des explosions assez meurtrières en décembre 2000, donc quelques jours après la seconde intifada. Il y avait eu 3 bombes qui avaient explosé ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de francophones, je le signale au passage, des enfants de l'Alliance de France, des amis, beaucoup d'amis personnellement, qui ont été tués durant ces attentats. On ne se rappelle pas de leur nom, évidemment. On se rappelle, et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais ça, c'était après. Je veux dire, ce sont des événements récents que Kana a prévus. En 1988, durant la campagne électorale des élections de 1988, au Kikar Menorah, le Rav Kahana vient et tient un discours. Quand vous tenez un discours sur une place publique, ça doit être assez sommaire parce que vous ne pouvez pas faire des grands développements intellectuels comme lors d'une interview télévisée. Et il explique au public, il dit, vous voulez pas Kahana? Vous voulez pas Kahana? C'est votre droit. Mais sachez que l'alternative, c'est Arafat. Le Likoud, le Parti travailliste, Tria, etc., ça n'a rien à voir. C'est ou Kahana ou Arafat. Moi, j'étais présent lors de cette réunion et je vous dis franchement, Yana, je m'étais dit, le Rav Kahana, là, il exagère. C'est exagéré de dire qu'il n'y a pas d'alternative entre Kahana et Arafat. Il n'y en a pas, surtout qu'à l'époque, on avait un gouvernement de droite avec Yitzhak Shamir. Je me disais, c'est pas crédible. Il se trouve que le Rav Kahana, ensuite, a été interdit de se mesurer à la Knesset. J'expliquerai ultérieurement comment ça s'est passé. En 90, au mois de novembre, il est assassiné à New York, à l'hôtel Marriott. En 93, au mois de septembre, c'est-à-dire 5 ans après cela, c'est pas longtemps, effectivement, Arafat revient en Israël sur un tapis rouge, tout d'abord à Jéricho, et ensuite dans la bande de Gaza. Ça s'appelait Jericho et Aza Techila. En anglais, on disait Jericho and Gaza first. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'a payé. On l'a payé en prix cher. Toutes ces années d'attentats, la deuxième intifada, les attentats des années 90, les attentats ensuite qui ont suivi la deuxième intifada, et maintenant le 7 octobre où on a peut-être une guerre qui va peut-être embraser le monde entier, au moins toute la région. Kahana, quand il dit ça, même moi qui était favorable, je pensais que c'était exagéré. Il se trouve qu'il a eu raison. Il n'a pas vécu pour le voir, puisqu'il a été tué, il a été assassiné en 1990, comme je l'ai dit, mais il a eu raison. Je reviens en 1988. Durant 84 et 88, Kahana est un électron libre, un trouble fait à la Knesset. Il tient un langage que même la droite ne veut pas entendre. Là, parce que la droite, elle a peur d'être identifiée à Kahana. Mais Kahana poursuit le discours de la droite à fond. Il leur dit, c'est bien beau de lutter contre, quand il y a la première intifada, de lutter contre les aimants, mais ça simplement, ça s'appelle
simplement tuer les moustiques. Vous ne purifiez pas la mare d'où les moustiques arrivent. Il y a un mouvement national que vous avez méprisé la fierté des Arabes d'Israël qui considèrent que nous leur avons pris la terre arabe de Palestine. C'est quelque chose qui est fortement ancré en eux, même chez les citoyens arabes. Vous faites des illusions si vous croyez qu'un jour, en faisant un partage territorial, ça va s'arranger. Et effectivement, tous les partages territoriaux, on a vu ce que ça a donné, ça n'a donné rien du tout, au contraire, ça n'a fait qu'empirer les choses. Face à cela, Kahana dit de façon assez générale, il faut expulser les Arabes d'Israël, ou tout du moins une partie, les encourager à partir. Il avait même un programme pour dédommager des Arabes qui étaient prêts à partir d'eux-mêmes, laisser leur maison en Israël. Il fallait les dédommager. Il y en a même qui ont répondu positivement. Ils comprenaient qu'ici, il n'y avait pas d'horizon. Beaucoup d'Arabes ont compris qu'il n'y avait pas d'horizon à l'époque. Et là, on a accusé de racisme. À chaque fois que des éléments de gauche s'adresser à la Cour suprême pour qu'il soit disqualifié, pour qu'il n'ait pas le droit à la parole à la Knesset, pour qu'il ne puisse pas passer dans les médias, la Cour suprême disait on ne peut rien faire, on n'a pas de loi, faites-nous une loi, confectionnez-nous une loi, une législation afin qu'on puisse le disqualifier. Et alors a été voté une loi pour, en quelque sorte, pour empêcher le Rav Kahana de se présenter à la Knesset. Il y a la commission électorale a disqualifié Kahana de pouvoir se représenter. Parallèlement, les listes arabes, qui elles aussi étaient concernées par cette loi, la commission électorale ne les a pas disqualifiées. L'affaire est arrivée à la Cour suprême. La Cour suprême, toute contente, a disqualifié Kahana. Il faut raconter au préalable que c'est la droite qui a présenté un dossier comme énorme comme ça pour pouvoir disqualifier Kahana. La droite, c'était le parti Likoud à l'époque. Le premier ministre était M. Shamir. Son chef de cabinet, c'était Dan Meridor, dont on sait aujourd'hui qu'il est passé de l'autre côté, qu'il a franchi le Rubicon et qu'il est passé avec la gauche depuis déjà plusieurs années. Dan Meridor a présenté un dossier. Alors, on peut se poser la question comment le Likoud a procédé. Il se trouve que les sondages, à la veille des élections de 88, certains sondages prévoyaient entre 10 et 13 sièges au Rav Kahana. Cela mettait en danger les partis de droite, surtout le Likoud, et les partis religieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui évidemment, du secteur dit observant, voulaient voter pour le Rav Kahana, des gens traditionnels, des sionistes religieux et même des Haredim. Beaucoup de Haredim se reconnaissaient dans le discours du Rav Kahana. Évidemment, toute cette population, elle a été méprisée, elle a été dédaignée. On les a comparés à des primates, à des sauvages, sans jamais leur permettre de débattre de façon intelligente, intelligible, sur un pied d'égalité. Je peux vous raconter, je pourrais passer 2 heures de notre interview à vous raconter comment moi on m'empêche de parler jusqu'à présent, même après la guerre, même à une époque où Otzma Yehudit était déjà un parti qui est reconnu non seulement à la Knesset, mais qui est représenté au gouvernement. À quel moment le parti a été créé? Alors, on a été créé beaucoup plus tard. Le mouvement Kach a été donc interdit de se présenter à la Knesset. Le Rav Kahana a été assassiné. On a pu se présenter aux élections déjà au milieu des années 90 sous une autre forme. On a remodelé le langage et on a parlé des ennemis d'Israël. Ce qui était dans l'époque où le politiquement correct a pris le contrôle de tout, du langage, de l'atmosphère de façon générale, il fallait qu'on fasse, si j'ose dire, cet amendement. Avant qu'on disait les Arabes, mais il y a des Arabes qui peuvent être bécédères, il y en a qui peuvent être très très bien. Pourquoi vous voulez les expulser comme des malpropres? Effectivement, il y a peut-être entre 5 ou 10% des citoyens arabes d'Israël qui peuvent être des citoyens tout à fait
dignes lo- et loyaux, légitimes. loyaux Oui, et qui font leur service militaire. il y a d'ailleurs des ethnies entières qui sont absolument dignes et remarquables, comme les Druzes, comme les Tcherkesses, comme une partie des Bédouins, qui sont absolument admirables, par leur fidélité, par leur abnégation, notamment dans leur service militaire dans le Sahel, où il y en a beaucoup qui ont été tués, qui ont combattu avec beaucoup de bravoure. Ça, on peut pas en faire abstraction et les mettre dans le même panier avec les autres. Et effectivement, on a ajusté le langage, et ça nous a, c'était nécessaire, il faut le reconnaître. Même nous, des fois, on était gênés. On nous disait oui, il faut expulser les Arabes. Mais non, il y a des Arabes, les gens, les citoyens israéliens qui ne sont pas juifs, qui s'identifient avec l'État juif, qui veulent le travailler, qui veulent le défendre, qui sont prêts à donner leur vie, comme les juifs, à l'armée, etc. Ce sont des gens absolument qu'il faut accueillir, qu'il faut embrasser même, il faut les enlacer, comme ce sont nos frères. Ce sont des frères. Et donc, on s'est présenté aux élections en 2008. En 2008, c'est-à-dire à l'époque, le gouvernement, c'était le gouvernement Olmert. Et on a eu un premier membre de la Knesset qui était Michael Benari, le docteur Michael Benari, qui est un spécialiste d'histoire et d'archéologie, normalement, surtout de la période du Second Temple, qui a écrit des choses extrêmement intéressantes sur ce sujet. Michael Benari a été intégré au sein d'une liste commune qui s'appelait le Ihoud Leumi, qui englobait grosso modo le parti du professeur Ariel Dad et de Tkouma. Et il y avait aussi le. Attendez, je ne me rappelle plus de leur prénom. Ils étaient quatre membres de la Knesset dans une liste commune. En 2009, Netanyahou monte un gouvernement, mais cette liste-là, qui était perçue comme une liste identifiée totalement avec la Kiashvut, c'est-à-dire avec les, les habitants de Judée-Samarie, Netanyahou n'a pas voulu d'eux au sein de ce gouvernement. Netanyahou a une stratégie. Euh, à l'époque, on était très en colère contre lui. Moi-même, je me suis dit, Netanyahou, il est en train de nous faire le coup d'Aric Sharon, il va nous lâcher. Et il a donné cette impression. Il faut rappeler qu'à cette époque, le nouveau président des États-Unis, c'était Obama. Obama va imposer à Netanyahou, va lui dire, tu construis rien en Judée-Samarie, même pas un balcon. Que fait Netanyahou pour pouvoir. Il va jouer aux échecs, Netanyahou, mais il ne va pas nous informer à nous et nous faire un coup d'œil. Vous savez quoi, je suis en train d'essayer de rouler dans la farine Obama. Netanyahou va créer un gouvernement avec Tzipi Livni. Elle va être ministre de la Justice et elle va être préposée aux négociations avec les Palestiniens, avec ce que j'appelle, moi, les envahisseurs arabes de la terre d'Israël, dit Palestiniens. Le ministre de la Défense, c'était Ehud Barak. C'est-à-dire tous les opposants à Netanyahou à la droite sont les principaux partenaires du gouvernement de Netanyahou. Je ne me souviens pas si Lapid, non, c'est en 2013 que Lapid est devenu ministre de l'économie et des finances. Donc, Netanyahou va les envoyer au front devant Obama. Il va donner l'impression au monde entier qu'il est prêt à un arrangement avec les Palestiniens. Il va prononcer son discours de Bar Ilan en 2009. Et pour nous, on a reçu ça comme une massue sur la tête. Le discours qui a suivi le discours du Caire de Obama, dans lequel Netanyahou reconnaît le fait palestinien et reconnaît qu'il faut un État palestinien. On s'est dit, là c'est fini, on va ce qu'a fait Sharon avec la bande de Gaza 4 ans auparavant, en 2005, on va l'avoir en Judée-Samarie. À l'époque, j'habitais encore à Tekoa, j'ai été résident de Tekoa pendant 20 ans, j'étais sûr que c'était fini pour nous, qu'on avait l'État palestinien. Quelques mois après, peu après, il y a ce qu'on appelle le gel de la construction en Judée-Samarie. Ça a été assez, comment dirais-je, ça a été un coup. On a manifesté contre Netanyahou, on s'est beaucoup, agité, si j'ose dire, contre lui. On a dit Netanyahou, c'est un gars de gauche. À l'époque, on disait que tu votes de droite ou tu votes.
tu votes de droite ou tu votes à gauche, de toute façon, c'est la gauche qui est au gouvernement. Si c'est pas si c'est pas la droite, c'est la gauche. Même si la droite, elle le fait de mauvais, elle le fait pas de bon gré, elle le fait de mauvais cœur, mais finalement, c'est la gauche qui obtient un gain de cause. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Il y a eu en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, Yana, il y a eu on disait qu'il allait y avoir un tsunami à l'ONU, la reconnaissance de l'État palestinien. Ça a été très, très difficile. Nous, on a essayé je me souviens à l'époque, on a essayé de manifester contre l'État palestinien face au bureau de l'ONU à Armona Natsib, ici à Jérusalem. Et on avait essayé de brûler un drapeau palestinien. Et puis la police était venue, nous avait bousculé, quoi. C'était même illégal parce que la manifestation était autorisée. On s'est fait brutaliser. On a été obligé. Le député Ariel Dad aussi a été bousculé par la police. Et même les policiers, ils nous comprenaient, ils disaient on ne peut pas faire autrement. On avait compris, on s'était dit l'État palestinien, on l'aura. Il y a eu en plus, depuis 2006, il y avait le soldat Shalit. La campagne pour libérer Shalit, etc., etc. En 2011, 2012, je ne me rappelle plus si c'est 2011 ou 2012, le soldat Shalit est libéré contre 1100 terroristes. Moi, j'ai manifesté contre, je vous raconte une fois, j'ai manifesté contre avec le beau-frère de Binyamin Netanyahu, le frère de Sarah Netanyahu, qui s'appelle Hagi Ben Artzi. On n'était peut-être même pas une dizaine de personnes. En face, il y avait une manifestation de gens qui manifestaient tous les jours pour la libération de Shalit, qu'il fallait tout faire. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent il faut tout faire, il faut tout céder. Et on s'était même fait, moi je m'étais fait agresser par une dame. Et Meir, expliquez s'il vous plaît pourquoi, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à manifester contre la libération de ces 1000 prisonniers, je parle de Chalit, et je rappelle que parmi ces prisonniers, il y a Yarka Sinwar, qui a été opéré dans la prison israélienne contre la tumeur du cerveau par un médecin israélien. Donc il a été libéré et il est devenu aujourd'hui le boucher en titre du peuple juif. Et maintenant, je voudrais bien que vous expliquiez pourquoi vous pensez que ce n'était pas un deal à faire. Pas un deal à faire tout simplement parce que toutes les libérations de terroristes contre des échanges de prisonniers, notamment l'échange Gibril en 86, le seul ministre qui avait voté contre, c'était un député d'ailleurs travailliste, c'était un ministre travailliste du parti Avoda, Yitzhak Navon, qui avait été président quelques années avant, il avait été président de l'État d'Israël, c'est le seul qui a voté contre. D'autres se sont abstenus, mais tout le gouvernement, qui était le gouvernement d'union nationale à l'époque, il y avait la rotation entre Yitzhak Shamir et Shimon Peres, ils ont tous voté pour cet échange. C'était à l'époque, je crois, 6 soldats contre un nombre très impressionnant de terroristes. Et puis après, ça a déclenché la première intifada. Tous les autres échanges, il y en a eu par la suite. Alors, il faut préciser que dans les années du gouvernement travailliste jusqu'à l'époque de Golda Meir, et même après, la politique, même lors d'une prise d'otage, même s'il y avait des enfants, on ne négocie pas avec les terroristes. En 72, à Munich, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bien sûr, tout le monde en le parlait Premier pendant les ministre, Jeux Olympiques, bien sûr. et à l'époque, on ne demandait pas 1000 terroristes, ils ont demandé que 200, des chiffres qui étaient tout à fait raisonnables par rapport à aujourd'hui. On ne négocie pas. En 72, la prise des otages, on l'a vu en direct à la télé. J'avais 12 ans. Oui, j'avais 12 ans à l'époque, je me souviens. Golda Meir, de mémoire bénie, n'a pas négocié 1974 la prise des otages des enfants, des écoliers d'une école de Maalot, de Tzfat, qui étaient à Maalot, je ne me souviens plus exactement. S'ils étaient à Maalot, ils ont été pris en otage, des enfants de l'école de Tzfat. Il y a eu 24 enfants qui ont été tués et on n'a pas négocié avec les terroristes. À chaque fois, on fait croire qu'on négocie avec eux, mais on ne négocie pas. Et c'était la politique israélienne depuis toujours. C'est la politique de la gauche sioniste. Je tiens à le préciser parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un représentant du parti travailliste sur I24, je le cite parce qu'il s'appelle Laurent Sige, qui a dit qu'on ne peut pas faire autrement que libérer des civils. La politique de ton parti, Laurent Sige, ça a été de ne jamais négocier pour les terroristes. Il y a eu ensuite 76 avec Entebbe. On a fait semblant de négocier. On a même demandé au grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, et à un collège de grands posquets halakha, de grands décisionnaires de la halakha,
de statuer si on peut échanger des terroristes. Les rabbinim ont dit qu'on pouvait dans un cas extrême comme celui-là. Le gouvernement a préféré envoyer une opération de sauvetage dont le dénouement n'était pas du tout sûr. C'est la fameuse opération où le frère de Benjamin Netanyahou, Yoni Netanyahou, a été tué et tous les otages ont été libérés. Donc ça, c'était la politique de la gauche. Je tiens à préciser qu'en 1976, le premier ministre, c'est Yitzhak Rabin. Le ministre de la Défense, c'était Shimon Peres. C'est Shimon Peres qui a poussé à ce qu'on fasse une opération de libération d'otages. On doit leur en rendre hommage aujourd'hui. C'était la politique d'Israël. Quand Benjamin Netanyahou fait apparition sur la scène publique aux États-Unis et qu'il crée une association comment lutter contre le terrorisme et qu'il a invité des personnalités du gouvernement Reagan comme George Shultz, etc., qu'il a écrit un livre là-dessus, comment on peut faire face au terrorisme, et qu'il a réussi avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de charisme, Benjamin Netanyahou, le jeune Netanyahou, avant qu'il rentre dans la politique, il a réussi à atteler à cela des grandes personnalités du monde entier. C'était on ne négocie pas avec le terrorisme. Et il a convaincu des gens très importants au sein de la classe politique américaine occidentale. Quand le même Benjamin Netanyahou a été d'accord pour échanger 1000 terroristes contre Gilad Shalit, à l'époque, on pensait encore qu'on avait affaire, nous les gens de la droite, dite extrême, on pensait qu'on avait affaire à un Netanyahou qui nous avait abandonnés. Et on a manifesté contre lui. On a amené son livre. Son livre, c'est sur la base de ce livre, du livre de Makom Tachat Hashemesh, ça s'appelait, comment dirais-je, Sous le soleil. un lieu sous le, voilà, un endroit sous le soleil où on pourrait vivre tranquille, et qu'il a prêché, qu'il a enseigné, qu'il a convaincu qu'il ne fallait pas négocier face au terrorisme. On a pris ce livre-là et on a dit c'est ça Netanyahou, c'est là-dessus. Il se trouve que Netanyahou, à l'époque, a une pression énorme au sein de l'opinion publique israélienne et juive mondiale. Je me souviens sur Facebook à l'époque, je voyais des gens qui disaient partout Shalit, c'est notre enfant. Nous, on disait c'est vrai que c'est un enfant, c'est le fils de monsieur et madame Shalit, mais ce n'est pas un enfant, c'est un soldat. Quand on est combattant dans le Sahel, il faut arrêter d'enfant, il ne faut pas infantiliser un combattant. Je peux d'autant bien le dire que moi-même, j'ai été combattant dans le régiment Golani. Je n'aurais pas aimé qu'on me dise que je suis un gosse. On ne veut pas être un gosse quand on est combattant, quand on est militaire. Netanyahou a cédé. Il se trouve qu'il y avait à son corps défendant, il a voulu peut-être aller dans le sens de l'opinion publique qui était à 80% qui était pour cet échange. Et le patron du Shin Bet, le chef d'état-major, le patron du Mossad ont tous assuré on peut gérer cela, on peut gérer la libération de ces terroristes. On a vu le 7 septembre comment on a pu la gérer quand l'un des principaux terroristes, c'est Yahya Sinwar, comme vous l'avez si bien mentionné. Donc, je ne me rappelle plus où j'en étais, excusez-moi. Vous parlez du fait que Otzma Yehudit, depuis son existence, a toujours été contre ces échanges, ces négociations avec les terroristes. Et donc, les questions que je vous ai posées, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la position de Otzma Yehudit dont vous êtes le représentant? C'est toujours notre position. Évidemment, quand on a un aussi grand nombre d'otages, si on peut obtenir un échange, parce que le Hamas est pris à la gorge, mais sans que cela altère notre capacité à pouvoir lui faire la guerre et l'anéantir par la suite, on peut accepter un échange d'otages. Mais l'échange d'otages, il doit être parce qu'ils sont pris à la gorge, parce qu'ils sont pris avec le goulot. Pas du tout ce qu'on obtient aujourd'hui. Je suppose que c'est très difficile aujourd'hui pour un Premier ministre, dans le contexte israélien actuel, de pouvoir gérer cela. Il est évident que pour obtenir une libération d'otages, il faut mettre une pression militaire extrêmement dure. Cette pression militaire, on l'avait obtenue au début de la guerre de Gaza, quand on a eu la première libération d'otages, et que ça n'avait pas trop affecté notre capacité à poursuivre les opérations. Je crains qu'aujourd'hui, cela peut affecter notre capacité à poursuivre les opérations, d'autant plus que si on parle de 19 000 terroristes qui ont été tués,
et il doit en rester à peu près 11 000 qui sont cachés dans les tunnels, et que les opérations dans les tunnels sont des opérations extrêmement délicates, extrêmement difficiles. C'est pas comme combattre au-dessus de la terre. Donc, nous, on est pour maintenir la pression jusqu'à l'anéantissement total du Hamas. Si on n'obtient pas cet anéantissement total, cette éradication, la guerre ne sera pas finie. C'est comme si on met quelqu'un par terre et on lui laisse la possibilité de se relever. Oui, je voulais vous poser une question sur le nationalisme du parti Otzma Yehudit et sur le jugement négatif qui est porté contre ce nationalisme qui est pourtant fondamental pour la survie d'Israël. Il y a, à mon sens, une incompréhension fondamentale en Occident aujourd'hui de ce que c'est que le nationalisme, parce que le mot même est perçu de manière négative. Il fait partie, si vous voulez, l'anéantissement des nations, la mort des nations fait partie du programme européen. C'est ce dont parle Shmuel Trigano dans tous ses travaux sur le postmodernisme. Donc, dans la doxa officielle, en tout cas française, peut-être celle de la partie du gauche israélienne, tous ceux qui défendent la souveraineté nationale sont vus comme des fascistes. Carrément, ils utilisent ce mot. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, s'il n'y a pas de nationalisme tel que vous le professez, tel que vous l'incarnez, il y aura la fin d'Israël? Pourquoi est-ce que on parle du fait qu'il faut avoir un État palestinien et un État juif, mais cet État palestinien dont on parle, il est de facto vu et prévu comme libre de juifs. Donc lui, il n'est pas considéré comme fasciste. En revanche, ce que vous dites, vous défendez le nationalisme juif, est considéré comme la négativité même. Je voudrais bien que vous expliquiez quelle est la position de Otzma Yehudit par rapport à ce qu'on appelle le nationalisme et pourquoi c'est fondamental pour la survie d'Israël. Ce que dit Otzma Yehudit, ce que nous disons, c'est ce que dit le sionisme depuis le tout début, comme je l'ai dit dans l'introduction à notre conversation. Le mouvement sioniste est venu, comme je l'ai dit, réparer une discrimination, le fait que le peuple juif n'a pas eu d'État. On a vu ce que ça a été de ne pas avoir d'État pendant autant de siècles. Si il y a, je voudrais prendre le problème autrement, avec votre permission, Yana. Allez-y. Au travers du palestinisme, de cette idéologie-là, il y a une idéologie totalitaire qui s'appelle l'islam. Je ne dis pas l'islamisme, je dis l'islam intentionnellement. L'islam ne reconnaît pas les peuples. L'islam ne reconnaît qu'une seule chose, la soumission de l'homme à Dieu. C'est une soumission brutale, totale. Toutes les civilisations reconnaissent qu'il y a une entité, que ce soit la civilisation chrétienne, la civilisation juive, a fortiori, puisqu'on devient un peuple quand on sort d'Égypte, et que directement, quand on sort d'Égypte, on vient, on reçoit la Torah, et on s'engage. Il y a un engagement entre le peuple juif à respecter les lois morales, et ce qui nous distingue du reste de l'humanité, que nous sommes juifs. Il y a des lois qui nous sont spécifiques, comme la cacheroute, comme etc., la pureté de la famille, etc. Je ne veux pas m'engager dans une explication ici, parce que d'abord, je ne suis pas rabbin, mais même d'abord, je n'ai pas le temps de le faire. Ce sont des lois qui ont un aspect religieux, mais qui sont des lois nationales. Quand je mets les téfilines le matin, c'est comme si comment dirais-je, je lève le drapeau du peuple juif, si j'ose dire. Quand je mets le talet, le talet avec les franges, les tzitziot, j'exprime mon être juif. Comme on dit, la Torah, c'est la carte d'identité du peuple juif. C'est ce qui me fait que je suis, qui je suis. C'est ma carte d'identité. L'islam ne reconnaît pas ces cartes d'identité. L'islam dit tout être humain, quel qu'il soit, qu'il vienne d'Afrique du Nord, qu'il vienne d'Afrique du Sud, qu'il vienne n'importe où, il est sujet à être converti à l'islam. Et le din Mohammed Bessaïf, comme ils disent, c'est-à-dire que la loi de Mohammed, elle s'impose par l'épée. Soit tu te soumets, soit tu te fais empaler par le glaive du djihad. C'est comme ça que l'islam s'est imposé dans des pays qui ne sont même pas des pays arabes, les pays d'Afrique du Nord, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ethniquement, ce ne sont pas des Arabes. Par extension, on en a fait des Arabes, mais ce ne sont pas des Arabes. De façon ethnique, les Arabes, ce sont en sainte géographie, ce sont les gens qui viennent d'Arabie.
même les gens qui sont ici, en Syrie, etc., leur ethnie première, ce n'est pas une ethnie arabe. Au Liban, même en Turquie, ne sont même pas des Arabes, ils ont été soumis à l'islam. Et cette idéologie qui ne reconnaît pas les peuples, dont l'idéal suprême, c'est le califat, c'est-à-dire un gouvernement mondial dans lequel on arriverait à Dar es-Salam, c'est-à-dire le monde qui est dominé par cette crainte de Allah, etc. Cette idéologie-là, elle rencontre l'idéologie postmoderne qui ne reconnaît pas elle-même qu'il y a des peuples, elle ne veut plus des peuples. C'est ce qu'on voit avec l'Europe. Il n'y a plus de peuple. N'importe qui vient en Europe aujourd'hui, même s'il ne parle pas le français, et il vient, il a les mêmes droits, des fois même plus qu'un Français. C'est absurde. D'une idée généreuse de respecter l'étranger, on en a fait une idée, non seulement l'étranger le respecte, mais c'est soi-même on devient l'étranger chez soi. Et c'est ce qu'on voudrait nous faire à nous en Israël, c'est que nous, qu'on clame qui a le droit d'un peuple sur sa terre uniquement. Le judaïsme n'a jamais été expansionniste, n'a jamais voulu convertir les autres peuples, n'a jamais voulu dire, c'est rien qu'en Eretz Israël qu'on peut promulguer nos droits. On a d'ailleurs une distinguo qui est faite dans les lois juives entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, c'est l'étranger. Par exemple, pour les lois agricoles, le fait qu'on fasse l'année shabbatique, on ne peut pas la faire en dehors de la terre d'Israël, on peut la faire que à l'intérieur des frontières qui sont définies par la tradition juive. Vous voyez ce que je veux dire? La tradition juive n'est absolument pas ni colonialiste, ni expansionniste. C'est la plus grande esbrouffe de l'histoire de l'humanité que de faire de nous des colonialistes. C'est une insulte à l'intelligence. Comme a dit le président Trump avec beaucoup de raison dans un discours la semaine dernière, vous avez vu Israël sur la carte, c'est une nekuda, c'est un point. Le spot, il a dit en anglais. Par rapport à l'immensité des étendues des pays voisins comme la Jordanie qui est trois fois plus grande que l'État d'Israël, l'Égypte à côté, la Syrie au nord, etc. L'Arabie, c'est immense. Et on vient nous dire que nous, on est des colonialistes, mais on ne doit même pas discuter contre ça. Quand quelqu'un vient nous dire comme ça, c'est une paire de gifles, comme disait Manitou. Il y a un moment donné, on ne peut plus discuter. C'est tellement absurde qu'il faut taper du poing sur la table si ce n'est pas autre part. Excusez-moi la brutalité de cette réaction, mais je crois qu'elle s'impose en l'occurrence. On ne peut pas continuer à nous insulter, surtout que ces insultes, surtout que ces accusations, ces fausses accusations, ces calomnies, ces diffamations, ça se traduit immédiatement en sang juif qui est répandu comme de l'eau. Okay, et ça, et à un moment donné, on doit dire, on ne discute plus. Moi, j'ai fait cette expérience quand j'étais jeune. Pourtant, je n'étais pas un grand aventurier. À un moment donné, si quelqu'un il prononce un mot de travers, je mets une gifle à travers du visage. C'est comme quand j'étais adolescent. Maintenant, je ne le fais pas parce que j'ai l'âge que j'ai. Mais des fois, il faut réagir fortement. Je conseille aux étudiants juifs en France de faire comme faisaient les militants juifs dans les années 70, ce que j'ai connu. Et même après, il y a un moment donné, on ne discute pas. Vous allez continuer à nous accuser comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça marche. Ça marche. Parce que si on est convaincu et qu'on peut réagir comme ça veut dire qu'on a raison. Et sinon, c'est la violence. Sinon, on attire sur soi une violence inouïe dont on ne sait pas d'où ça va venir. Il faut bien le savoir. Merci de l'avoir dit. Je partage absolument ce que vous dites. Je pense qu'à un moment donné, quand le langage en tant qu'arme a été utilisé et que cette arme n'a servi à rien, il faut passer à d'autres moyens. Je voulais vous poser une dernière question sur le fait que le parti Otzma Yehudit soit appelé souvent l'extrême droite. Comment interprétez-vous le terme de l'extrême? Écoutez, c'est un mot galvaudé, l'extrême droite. Évidemment, l'extrême droite, ça renvoie tout de suite au parti à Mussolini, à Franco en Espagne, à des régimes qui étaient obscurantistes, où il y avait Au régime fasciste, en gros. leader Maximo, comme on disait, je ne me rappelle plus comment on disait, pour le Duce, ça nous réfère à Adolf Hitler, c'est pas du tout ça, nous on respecte, on est pour le suffrage universel, pour les élections, on ne peut pas, dans la foi juive, personne ne peut être nommé à n'importe quel titre s'il n'a pas été plébiscité,
Si on n'est pas publicité, on n'a aucun droit. Il y a les droits de la minorité, les choses doivent être débattues, doivent être délibérées. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose. Sinon, une société, elle ne peut pas se gérer autrement, même dans une synagogue. On ne peut pas imposer des décisions à des gens. On ne peut pas imposer, même le plus grand des sages d'Israël, on ne peut pas l'imposer s'il n'a pas été publicité. Même Moshe Rabbeinu, s'il n'est pas publicité, il ne peut pas s'imposer au peuple d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu est contesté, lui-même, il dit j'ai tout perdu. Il est perdu. Quand David, le roi David lui-même, qui est le plus grand des rois d'Israël, l'archétype de la royauté d'Israël, quand il est renversé par son fils Avshalom, pour retrouver son royaume quelques mois après, David demande à être plébiscité. Il dit sinon, je ne peux pas être votre roi. Et c'est David, pour nous, c'est l'archétype du leader en Israël. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des élections. En Israël, c'est un régime à élection. Et moi, je trouve que c'est très bien parce on critique souvent le régime israélien qui est un régime proportionnel. Ça donne la possibilité à toutes les familles politiques de pouvoir avoir droit à s'exprimer à la Knesset. Moi, je trouve que c'est un régime très très bien, même si c'est un régime très compliqué, très difficile à gérer. Mais c'est notre régime. Il y a les Haridim. Sinon, il y a des familles politiques entières qui ne seraient pas représentées à la Knesset si on avait des élections régionales. Nous, on est un régime démocratique total. Et moi, nous, on y adhère complètement à ce régime-là. Ce à quoi on n'adhère pas, c'est quand il y a des forces bureaucratiques qui se sont imposées, qui ont exploité la crise politique pratiquement chronique que nous avons en Israël. Moi, depuis que j'habite en Israël, ça fait 46 ans, jamais un gouvernement n'a fini, jamais une Knesset n'a fini. Il y a toujours eu des élections anticipées. Ces 5 dernières années, moi-même, je ne me rappelle plus combien d'élections il y a eu. Il y en a eu 4 ou 5, je ne me souviens pas, depuis 2019. On a eu des élections tous les 2 mois. Il y a même des gens, ils ne voulaient plus aller voter. Ils se disent, ah, on en a marre, purée, on va faire la queue là-bas à l'urne. Ça suffit, khalas. On en a marre. Merci beaucoup, Mire. Vous avez en fait répondu à ma toute dernière question sur l'accusation de théocratie que j'ai toujours trouvée extrêmement malséante, mais vous avez donné la réponse vous-même. Merci beaucoup de tout ce que vous avez raconté et il faut qu'on termine cette émission et peut-être, comme personne ne vous donne la parole, vous êtes le bienvenu évidemment à Perdition idéologique. Et je peux vous faire un hommage. Je trouve extrêmement courageux de votre part dans l'atmosphère qu'il y a actuellement en Europe, dans le monde, et même au sein de la communauté juive, d'avoir donné la parole à quelqu'un comme moi, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où j'ai demandé des droits de réponse, des fois des accusations qui nous étaient faites, à pouvoir parler, à pouvoir même des fois réagir, pas seulement en tant que représentant de Otzma Yehudit, en tant que représentant d'un parti de droite israélien, les calomnies dont font l'objet non seulement Ben Gvir, mais même le Premier ministre Netanyahou, même des gens qui sont des rivaux au niveau politique, comme Smotrich, etc. Il y a des fausses accusations qui leur sont proférées, des calomnies, des diffamations. Et je vous remercie. J'aimerais bien d'ailleurs pouvoir y répondre dans une émission ultérieure, si c'est possible. Je pense qu'on fera une émission justement sur la personnalité de Smotrich et Ben Gvir. Je crois que c'est important, étant donné qu'ils sont absolument diabolisés. La diabolisation, c'est un procédé du Moyen Âge. Et donc, bien sûr, je vous inviterai pour que vous parliez de tout cela. Merci beaucoup, Meir, encore une fois. Pour moi, important, le Premier ministre Netanyahou, qui est quelqu'un, on n'est pas d'accord surtout avec lui, mais qui est quelqu'un d'exceptionnel vu les circonstances actuelles. Mais je m'en expliquerai peut-être ultérieurement. Entendu. Merci beaucoup.